Manhattan s'étend sous un ciel d'ardoise lourd, où le vent charrie des débris et les klaxons résonnent, annonçant un chaos imminent dans une rue étroite. L'Académie Sterling se dresse là, ses murs de pierre grise et ses vitraux imposants évoquant une forteresse médiévale égarée dans la modernité. Les élèves en sortent en groupe, leur uniforme impeccable contrastant avec la tension sourde, riant sans percevoir les ombres qui se dessinent autour d'eux. Baron Trump émerge parmi eux, silhouette élancée dans la foule compacte. À 18 ans, il porte son blazer orné de l'écusson doré de l'école avec une nonchalance étudiée, une sacoche en cuir noir jetée sur une épaule. Ses cheveux blonds, soigneusement peignés, captent la lumière terne du jour, mais ses yeux bleus, légèrement plissés, trahissent une distance, une mélancolie qu'il ne partage avec personne. Il n'est pas comme les autres pas seulement à cause de son nom, mais à cause d'un poids qu'il porte sans savoir le nommer, une conscience aiguë de sa différence. 2 gardes du corps l'encadrent, des colosses en costumes anthracites, leurs visages impassibles masquant une vigilance de prédateurs. Leurs oreillettes crépitent de communication à voix basse, leurs mains jamais loin de leurs armes dissimulées sous leurs vestes. Une limousine noire attend devant l'école, ses vitres teintées reflétant le chaos de la rue comme un miroir opaque. Le chauffeur, un homme trapu aux tempes grisonnantes et au visage couturé de cicatrices, tapote le volant avec une nervosité croissante, ses yeux scrutant le rétroviseur comme s'il pressentait un danger invisible. La foule d'élèves se disperse peu à peu. Certains montent dans des berlines rutilantes, conduits par des chauffeurs en livrée, d'autres s'éloignent à pied en groupe bruyant, leurs sacs à dos rebondissant sur leurs épaules. Mais une tension flotte dans l'air, un détail que Baron, perdu dans ses pensées, ne capte pas encore. Un passant en trench-coat gris ralentit près de la limousine, son regard trop fils, ses mains enfoncées dans ses poches. Une camionnette blanche, garée à une trentaine de mètres, semble déplacée dans ce quartier huppé, ses vitres opaques et son moteur trahissent une attente suspecte. Les gardes du corps échangent un regard rapide, leur posture se raidissant imperceptiblement, mais ils n'ont pas le temps de réagir. Un crissement strident déchire l'atmosphère, brutal comme un coup de fouet. 2 SUV noirs surgissent d'une rue latérale, leurs pneus hurlant sur l'asphalte détrempé par une pluie récente. Ils s'immobilisent dans un balai précis, bloquant la limousine de Baron dans un étau d'acier et de verre. Les portières claquent, et 5 hommes masqués jaillissent des véhicules, leurs mouvements synchronisés comme ceux d'une unité militaire. Ils portent des masques de ski noirs, des gilets tactiques et des armes pistolets automatiques Beretta, fusils compacts MP5 qui brillent sous la lumière fade. La foule explose en cris de panique, les élèves et les passants s'éparpillant comme des oiseaux effrayés, renversant sacs, parapluies et téléphones dans leur fuite désordonnée. Une mère hurle en tirant son enfant par le bras, un vieil homme trébuche et s'effondre sur le trottoir, son chapeau roulant dans une flaque. Le chef des bandits, un colosse chauve à la carrure de lutteur, braque son pistolet sur le chauffeur de la limousine. Sa voix rauque, éraillée par des années de tabac ou pire, tranche l'air comme une lame, pas un geste, ou t'es mort. Ouvre la portière, maintenant. Le chauffeur, figé, lève les mains en signe de reddition, ses doigts tremblants frôlant le bouton de verrouillage. Les gardes du corps dégainent leur Glock 19 dans un mouvement fluide, se plaçant en bouclier devant Baron. Mais ils sont en infériorité 2 contre 5, et les bandits le savent. Le colosse ricane, ses yeux injectés de sang brillant d'une sauvagerie contenue. Vous voulez jouer les héros? On verra combien de balles vous prenez avant de tomber. Un autre dandy, plus mince, une cicatrice barrant son cou sous le masque, hurle dans la rue désormais déserte, on veut le gamin. Trump paiera cher pour le récupérer. Baron sent son cœur cogner contre ses côtes, une pulsation sourde qui noie presque le bruit ambiant. Il n'est pas naïf. Depuis qu'il est enfant, on lui a répété que son nom faisait de lui une cible pour les paparazzis, les complotistes, les criminels. Mais là, ce n'est pas une théorie, c'est réel. Ses yeux balaient à scène, les canons braqués, les gardes du corps crispés, leurs doigts sur les gâchettes, la foule qui disparaît au loin. Il sait qu'il n'a pas une seconde à perdre. Un livreur à vélo, un jeune d'une vingtaine d'années en veste fluo, panique et renverse sa cargaison de colis juste devant les bandits. Les boîtes s'éparpillent sur le sol mouillé, un écran d'ordinateur portable se brise dans un craquement sonore. Baron saisit l'instant.
Il pivote sur ses talons et sprinte vers une ruelle étroite à sa gauche, ignorant les cris de ses gardes du corps. « Baron, reste ici. » Non. Trop tard. Des coups de feu claquent, secs et assourdissants. Une balle siffle près de sa tête, frôlant son oreille droite avant de s'écraser dans un mur de briques, projetant une pluie d'éclats rouges qui lui entaille la joue. Une traînée de sang coule, chaude et poisseuse, mais il ne s'arrête pas. Ses baskets martèlent le bitume, chaque pas résonnant comme un défi à la mort. Son souffle forme des nuages blancs dans l'air froid, ses poumons brûlent déjà. Derrière lui, les bandits hurlent, leurs voix mêlées de rage et d'urgence. Il s'échappe. Rattrapez-le, bordel. Ne le laissez pas filer. La ruelle est un dédale sombre et oppressant. Des poubelles débordantes dégagent une odeur âcre de nourriture pourrie, des palettes en bois pourrissant s'entassent contre les murs tagués de graffitis multicolores, des insultes, des cœurs, des signatures illisibles. Baron court à perdre haleine, son pouls battant dans ses tempes comme un tambour de guerre. Il trébuche sur une pile de cartons détrempés, son genou heurte le sol dans une douleur vive, mais il se redresse en s'agrippant à une benne métallique. Le clang résonne dans la ruelle, amplifié par les murs rapprochés, trahissant sa position. Les pas lourds des bandits se rapprochent, leurs bottes claquant sur l'asphalte, leurs jurons ricochant comme des balles, par là. Il est pas loin, à l'angle d'un immeuble délabré, un sans-abri est assis contre un mur, à moitié dissimulé sous une couverture élimée qui sent le moisi et à sueur. Vincent, la quarantaine bien entamée, a les cheveux gris en bataille, emmêlés comme un nid d'oiseau abandonné, et une barbe hirsute qui masque un visage creusé par la fatigue et les années. Ses yeux, d'un gris terne, sont enfoncés dans des orbites sombres, témoins d'une vie qu'il a broyée sans pitié. Il tient une bouteille de bière bon marché dans une main tremblante, l'étiquette à moitié arrachée, son autre bras replié sous lui pour se protéger du vent mordant qui s'engouffre dans la ruelle. Il a vu passer des bagarres, des deals, des flics en chasse pour lui, c'est le décor quotidien, un bruit de fond qu'il ne remarque presque plus. Mais quand Baron déboule, essoufflé, le visage blême de terreur, quelque chose remue dans sa poitrine, une vieille douleur qu'il croyait éteinte. Ce gamin, avec son blazer chic déchiré et ses yeux écarquillés, n'a rien à faire ici. Il ne ressemble pas aux voyous habituels, à ces gamins des rues qui jouent au dur avec des couteaux rouillés. Baron tourne dans une impasse, un cul-de-sac étroit bordé de murs de briques noircis par la crasse et le temps. Une odeur de moisissure et d'urine flotte dans l'air, lourde et suffocante. Il s'arrête net, réalisant son erreur, son souffle rauque emplissant le silence. Il se retourne, haletant, les mains sur les genoux. Les bandits surgissent à l'entrée de l'impasse, leurs silhouettes massives découpées contre la lumière blafarde qui filtre du ciel nuageux. Le plus mince, celui à la cicatrice, lève son pistolet avec un sourire cruel qui déforme son masque. Fin de la course, petit prince. Ton père va raquer des millions pour toi. T'as bien couru, mais c'est fini. Vincent, à quelques mètres, observe depuis son coin, sa bouteille toujours serrée entre ses doigts. Il murmure pour lui-même, la voix rauque et brisée, presque avalée par le vent, « Moi, j'ai plus rien à perdre. » Lui, il a tout devant lui. Un souvenir le frappe comme une lame, aussi vif qu'une décharge électrique. Il revoit Ethan, son fils, mort à 12 ans dans un accident de voiture il y a 10 ans. Ses cheveux bouclés, noirs comme ceux de sa mère, son rire aigu qui emplissait leur petite maison de Staten Island. Ce jour-là, Vincent rentrait du chantier, les mains encore pleines de sueur, quand le téléphone avait sonné. Un camion avait percuté leur vieille Toyota sur une route glissante et Ethan n'avait eu aucune chance. Sa femme, Lisa, avait hurlé jusqu'à perdre la voix, puis elle l'avait quitté 6 mois plus tard, incapable de supporter le silence qui avait remplacé leur fils. Vincent avait sombré l'alcool d'abord, puis la perte de son boulot de charpentier, les dettes, la rue. Depuis, il survivait, un fantôme errant parmi les vivants, un homme qui avait tout abandonné. Mais là, face à ce gosse en danger, une étincelle s'allume en lui, un sursaut d'humanité qu'il croyait mort. Sans réfléchir, il lâche sa bouteille, qui se brise au sol dans un éclat de verre et de mousse. Il bondit, ses jambes faibles vacillant sous son poids, et se jette devant Baron au moment où le bandit presse la détente. La balle traverse sa main gauche,
un éclair de douleur qui lui arrache un hurlement guttural, primal. Il s'effondre dans une flaque, le sang jaillissant de sa paume, se mêlant à l'eau sale en volute rouge. Baron, pétrifié, croise son regard une fraction de seconde des yeux gris pleins de douleur, de détermination, et d'une étrange paix. Cours, gamin. Vas-y, grogne Vincent, sa voix tremblante mais ferme, chaque mot arraché à sa gorge comme un effort surhumain. Les bandits, déstabilisés, hésitent. Le mince baise son arme une seconde, jurant entre ses dents, c'est qui ce taré? D'où il sort, lui? Le colosse grogne, furieux, laissez-le crever, on s'en fout. Attrapez le gosse. Mais Baron reprend ses esprits, l'adrénaline le propulsant hors de sa stupeur. Il s'élance hors de l'impasse, ses pas résonnant dans un écho désordonné. Les sirènes de police hurlent au loin, un son strident qui monte en crescendo, de plus en plus proche. Les bandits échangent des regards nerveux, leurs masques trempés de sueur ou de pluie. Le colosse aboie un ordre, sa voix tonnant par-dessus le chaos, on se tire. Les flics arrivent. Bougez-vous. Ils sprintent vers leur SUV, les moteurs rugissent comme des bêtes réveillées, et les véhicules disparaissent dans une rue adjacente dans un nuage de gaz d'échappement, juste avant que les gyrophares bleus et rouges ne percent la brume au coin de la rue. Vincent reste au sol, recroquevillé, sa main ensanglantée pressée contre sa poitrine. La douleur pulse dans son bras comme un feu liquide, chaque battement de cœur envoyant une nouvelle vague d'agonie. Il est trop faible pour bouger, il n'a rien mangé depuis 2 jours, juste une poignée de chips ramassés dans une poubelle près d'un fast-food, et son corps le trahit. Son souffle est court, haché, ses paupières lourdes comme du plomb. Quelques passants s'approchent prudemment, sortant de leur cachette derrière des voitures ou des Porsche. Une femme, la trentaine, en manteau beige taché de boue, compose le 911 avec des doigts tremblants, sa voix cassée par l'émotion. Oui, il y a un homme blessé ici. Une ruelle près de Sterling Academy. Il saigne beaucoup. Vite, s'il vous plaît. Un ado en sweat à capuche filme la scène avec son téléphone, zoomant sur Vincent avec une fascination morbide, tandis qu'une vieille femme aux cheveux blancs marmonne une prière en italien, un chapelet serré entre ses mains ridées. Vincent murmure, à peine audible, sa voix perdue dans le brouhaha, j'espère que le gosse s'en est sorti. C'est tout ce qui compte. À 1 kilomètre de là, Baron s'effondre dans un parking souterrain désert, entre une Toyota rouillée et une BMW poussiéreuse. Ses jambes tremblent comme des brindilles sous un vent violent, son blazer est déchiré à l'épaule, révélant une chemise trempée de sueur. Il essuie le sang sur sa joue, une éraflure superficielle, mais qui le ramène brutalement à la réalité. Ses doigts maladroits sortent son téléphone de sa poche, l'écran s'allume sur une photo de lui et de son père lors d'un gala, tous deux en smoking, souriant devant un drapeau américain. Il appelle, la tonalité résonne 1 fois, 2 fois, avant que la voix tonitruante de Donald Trump n'éclate dans l'appareil. Baron. T'es où, bon sang? T'es blessé? Réponds-moi, fiston. Papa, je vais bien. Mais ils m'ont tiré dessus. Un type. Il m'a sauvé. Il a pris la balle pour moi. Donald, dans son bureau de Trump Tower, entouré de meubles en acajou et de trophées dorés, serre le poing jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Sa mâchoire se crispe, ses yeux brillent d'une rage froide mêlée de soulagement. Derrière lui, une baie vitrée offre une vue vertigineuse sur Manhattan, les lumières de la ville scintillant comme des étoiles tombées. T'es en sécurité maintenant? Dis-moi où t'es, tout de suite. Oui. Dans un parking souterrain, près de l'école. Sous le magasin d'électronique, je crois. Reste où t'es. J'envoie une équipe te chercher. Sécurité maximale. Et ce type qui t'a sauvé, on va le retrouver. Ces salauds qui t'ont attaqué, ils vont regretter d'être nés, je te le jure. Baron raccroche, glissant contre le mur de béton jusqu'à s'asseoir sur le sol froid. Il ferme les yeux, revoit le visage de l'homme, ses yeux gris, sa main en sang, son cri. Il ne connaît même pas son nom, mais il sait qu'il lui doit tout. Vincent est allongé dans une chambre d'hôpital au mur blanc, aseptisé, l'odeur de désinfectant flottant dans l'air comme un voile invisible. Sa main gauche est lourdement bandée, un pansement épais taché de rouge sombre.
Les médecins ont extrait la balle, une blessure nette, pas de fracture, mais il a perdu beaucoup de sang, et son corps épuisé peine à récupérer. Il est pâle, presque translucide, ses joues creuses soulignant des cernes profonds. Un plateau repas repose intact sur la table roulante, à côté de lui une soupe claire, un morceau de pain sec, une compote en pot, mais il n'a pas la force de manger. Une infirmière, une femme d'âge mûr aux cheveux grisonnants relevés en chignon, ajuste sa perfusion avec des gestes précis, un sourire compatissant adoucissant son visage fatigué. Vous avez eu de la chance, monsieur. Quelques centimètres de plus, et c'était l'artère brachiale. Vous seriez pas là pour en parler. Vincent grogne, un son rauque qui pourrait être un rire ou une plainte, et fixe le plafond, ses pensées embrouillées par la douleur et les antidouleurs qui coulent dans ses veines. Il revoit le gamin, ses baskets claquant dans la ruelle, et se demande s'il a vraiment fait une différence ou si tout ça n'était qu'un réflexe idiot. La porte s'ouvre brusquement, faisant sursauter l'infirmière qui manque de renverser un gobelet d'eau. Un homme en costume gris, détective privé au visage taillé à la serpe, entre d'un pas décidé, suivi de Baron. Le jeune homme a troqué son blazer déchiré pour un sweat gris à capuche et un gant usé, mais ses yeux bleus portent encore les stigmates de la peur, des cernes légers soulignant son regard. Vincent redresse la tête, surpris, ses sourcils broussailleux se fronçant. Baron s'approche, hésitant, les mains enfoncées dans les poches comme un gosse intimidé. C'est vous. Vous vous souvenez de moi? Vincent esquisse un sourire fatigué, ses lèvres gercées s'étirant à peine, révélant des dents jaunies par des années de négligence. Le gamin qui courait plus vite que les balles? Ouais, je me souviens. T'as l'air en un seul morceau. Tant mieux. J'ai pas fait ça pour rien, alors. Baron tire une chaise métallique près du lit, le grincement des pieds sur le linoléum résonnant dans la pièce silencieuse. Il s'assoit, mal à l'aise mais déterminé, ses doigts triturant le bord de sa manche. Pourquoi vous avez fait ça? Vous me connaissiez même pas. Vous auriez pu mourir, là, dans cette ruelle. Vincent hausse les épaules, une grimace tordant son visage alors que la douleur irradie dans sa main blessée. Je sais pas. J'ai vu un gosse en danger. J'ai pensé à mon fils, Ethan. Il avait à peu près ton âge quand je l'ai perdu. Un accident de voiture, il y a 10 ans. Ma femme, Lisa, elle est partie après ça. Elle disait que je lui rappelais trop Ethan, que c'était ma faute si j'avais pas été là ce jour-là. Moi, j'ai tout lâché, le boulot, la maison, tout. Je voulais pas qu'un autre père revive ce que j'ai vécu. C'est tout ce qui m'a traversé l'esprit. Un silence s'installe, pesant comme une pierre dans la petite chambre. Baron baisse les yeux, triturant un fil d'effet de son sweat, les mots de Vincent résonnant en lui comme un écho qu'il ne comprend pas encore tout à fait. La confession, brute et sincère, perce une armure qu'il ne savait même pas porter. Vous m'avez sauvé la vie. Mon père. Il veut vous aider. Moi aussi. Je veux pas que vous retourniez dans la rue après ce que vous avez fait. Pas après ça. 1 heure plus tard, la porte s'ouvre à nouveau, un courant d'air froid balayant la pièce. Donald Trump entre, imposant dans un costume noir taillé sur mesure, le tissu luisant sous les néons blafards. Ses cheveux blonds, impeccablement coiffés, captent la lumière, mais son visage porte les marques d'une nuit sans sommeil, des rides plus profondes autour des yeux, une tension dans la mâchoire. 2 agents de sécurité, des armoires à glace en costume sombre, restent près de la porte, leurs lunettes de soleil masquant leur regard. Donald s'arrête au pied du lit, toisant Vincent avec un mélange de curiosité et de gratitude, ses mains croisées dans le dos comme un général inspectant un soldat. Puis il s'avance et lui serre la main, une poignée ferme, presque trop forte, qui fait tressaillir Vincent, un éclair de douleur remontant son bras. Vous avez sauvé mon fils. Ça vaut plus que tout l'or du monde pour moi. Je suis Donald Trump. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur? Vincent. Juste Vincent. Je veux juste arrêter de dormir dans la rue. Peut-être un boulot, si c'est pas trop demandé. Je suis pas exigeant. Donald hoche la tête, un sourire en coin étirant ses lèvres, un éclat de satisfaction dans les yeux. Vous aurez bien plus que ça. Baron m'a dit que vous aviez du cœur, et j'aime les gens qui ont du cran. On va vous remettre sur les rails, Vincent.
C'est une promesse, et je tiens toujours mes promesses. Dans les jours qui suivent, Vincent est transféré dans une clinique privée à l'Upper East Side, un bâtiment aux lignes modernes avec des baies vitrées donnant sur Central Park. Les frais sont intégralement pris en charge par la famille Trump. Des médecins en blouse immaculée le remettent sur pied avec des antibiotiques, des perfusions de vitamines, une alimentation surveillée. On lui sert des repas qu'il n'aurait jamais imaginé toucher: poulet rôti avec des légumes vapeur, soupe de potiron crémeuse, fruits frais qu'il savoure comme un luxe oublié. On lui trouve un petit appartement à Brooklyn, un 2 pièces modeste mais propre, avec des murs peints en beige clair, un parquet usé mais chaleureux, et une fenêtre donnant sur une rue bordée d'arbres aux feuilles jaunissantes. Baron passe le voir une semaine plus tard, un sac de courses à la main, des sodas, des chips, un pack de bière sans alcool qu'il pose sur la table avec un sourire gêné. « Vous avez dit que vous faisiez de la menuiserie avant, non ? » ?»« Ouais. J'étais charpentier. J'aimais ça, travailler le bois. Sentir les copeaux sous mes doigts, l'odeur de la résine. Mais j'ai tout laissé tomber après Ethan. J'avais plus la tête à ça. Alors on va vous aider à reprendre. Je peux payer des cours du soir, un atelier, des outils, ce qu'il faut. Vous méritez une vraie chance, Vincent. Pas juste un toit. Vincent le fixe, incrédule, ses yeux gris s'écarquillant légèrement. Pourquoi tu fais ça, gamin? T'as pas autre chose à penser, avec ta vie? T'as des études, des amis, tout ça. Moi, je suis personne. Baron sourit, un peu mal à l'aise, grattant l'arrière de sa tête. Peut-être. Mais vous m'avez sauvé sans rien demander. Vous avez sauté devant une balle pour moi, un inconnu. Ça compte pour moi. Ça compte plus que tu crois. Les mois passent, lents mais constants, comme une rivière qui creuse son lit. Vincent s'inscrit à des cours de menuiserie dans un centre communautaire de Brooklyn, un bâtiment en briques rouges avec des fenêtres poussiéreuses et des affiches jaunies sur les murs. Les premières séances sont difficiles, ses mains tremblent encore parfois, ses muscles ont oublié les gestes d'autrefois. Mais peu à peu, elles retrouvent leur assurance, taillant le bois avec une précision qu'il croyait perdue. Le professeur, un vieux Polonais nommé Marey avec une moustache broussailleuse et des lunettes épaisses, le prend sous son aile, impressionné par son instinct naturel. T'as un don, Vincent. T'as juste besoin de le réveiller. Baron lui rend visite régulièrement, souvent seul, laissant ses gardes du corps à l'entrée de l'atelier. Un jour, il arrive alors que Vincent travaille sur une chaise en chêne massif, une pièce robuste aux lignes simples mais élégantes. Les copeaux volent autour de lui, tombant sur le sol en boucles dorées, une odeur de résine et de bois fraîchement coupé emplissant l'air. Baron s'appuie contre le chambranle, observant en silence un moment avant de parler. T'es doué, tu sais. Vraiment doué. Ça pourrait être plus qu'un passe-temps. Vincent essuie la sueur de son front avec un chiffon râpé, riant doucement, un son rauque mais sincère. J'avais oublié ce que ça faisait d'être utile. De faire quelque chose qui reste. Merci, gamin. Sans toi, je serais encore en train de parler tout seul sous un pont, à compter les fissures dans le béton. Leur lien grandit, improbable mais profond, une amitié forgée dans le chaos et la gratitude. Baron, souvent perçu comme un fils de privilégié distant, un gamin doré à qui tout a été donné, découvre chez Vincent une humanité brute, une résilience qui le fascine et le remet en question. Il se surprend à admirer cet homme qui a tout perdu et qui, pourtant, a trouvé la force de se relever. Vincent, lui, voit en Baron une lueur d'espoir, un rappel que la vie peut encore offrir des secondes chances, même aux âmes les plus abîmées. Un soir, il s'assoit sur le perron de l'appartement de Vincent, une petite volée de marche en béton fissuré donnant sur une rue calme. Baron a apporté des sodas, un coca pour lui, un sprite pour Vincent, et il sirote en silence, écoutant le chant des grillons et le murmure des voitures au loin. Vincent brise le silence, sa voix basse et réfléchie. T'as déjà eu peur comme ça avant? Vraiment peur, je veux dire. Pas juste un cauchemar ou une engueulade. Baron réfléchit, jouant avec la canette entre ses mains, le métal frais contre ses paumes. Pas vraiment. On m'a toujours protégé, garde, mur, argent. J'ai grandi en sachant que des trucs pouvaient arriver, mais c'était abstrait. Ce jour-là,
dans la ruelle. J'ai cru que c'était fini. Que j'allais mourir là, comme un chien. Et toi, pourquoi t'as pas hésité? Vincent fixe la rue, les lumières des lampadaires dansant dans ses yeux comme des lucioles captives. Parce que j'avais rien à perdre. Rien du tout. Toi, t'avais tout, une famille, un avenir, des rêves, même si tu les vois pas encore. Parfois, ça prend pas plus que ça pour agir. Un vide d'un côté, une vie de l'autre. 1 an plus tard, Vincent a changé, transformé par des mois de travail et de stabilité. Il a repris du poids, ses joues creuses se sont remplies, son visage moins marqué par les ombres du passé. Ses cheveux gris sont coupés courts, presque soignés, et il porte des chemises en flanelle qu'il achète dans une friperie du quartier, un luxe qu'il savoure. Il travaille à temps plein dans un atelier de meubles artisanaux à Williamsburg, un espace encombré de planches, d'outils et de machines ronronnantes. Ses créations, tables rustiques aux bords irréguliers, étagères sculptées avec des motifs floraux, chaises au dossier incurvé attirent une clientèle fidèle, des hipsters barbus aux jeunes couples en quête de pièces uniques. Il commence à se faire un nom, un murmure dans les cercles d'artisans locaux. Vincent, le type qui fait chanter le bois. Lors d'une exposition locale, un marché en plein air sous des tentes blanches près de la rivière, il rencontre Sophie. Elle a 38 ans, des cheveux châtains qui tombent en vagues sur ses épaules, un sourire doux qui illumine ses yeux noisettes. Enseignante dans une école primaire pour enfants en difficulté, elle s'arrête devant une chaise qu'il a fabriquée un modèle simple, en noyer, avec des accoudoirs taillés en courbes délicates. Elle passe une main sur le bois lisse, admirant les détails. C'est vous qui avez fait ça? C'est magnifique. On dirait une histoire gravée dans le bois. Vincent, gêné, frotte ses mains calleuses sur son gant, un tic nerveux qu'il n'a jamais perdu. Ouais. Merci. C'est juste du bois et un peu de temps. J'essaie de faire des trucs qui durent, c'est tout. Ils discutent, d'abord timidement, comme deux étrangers tâtonnant dans l'obscurité. Sophie lui raconte son amour pour les livres. Elle lit Dickens et Austen à ses élèves, leur apprenant à rêver au-delà de leur HLM délabré. Vincent, hésitant, partage des bribes de son passé, la rue, la perte tétale, la renaissance inattendue grâce à un gamin qu'il appelle le coureur. Elle l'écoute sans juger, posant des questions simples qui le poussent à parler plus qu'il ne l'a fait en 10 ans. Une amitié naît, fragile mais sincère, puis une histoire d'amour se tisse, lente comme une rivière qui trouve son chemin. Quand Vincent demande Sophie en mariage, un genou à terre dans leur café préféré avec une bague simple en argent qu'il a payée avec ses premières économies, il invite Baron à la cérémonie. Le jeune homme, désormais étudiant en première année à NYU, arrive en costume gris taillé sur mesure, un sourire discret aux lèvres, ses cheveux un peu plus longs qu'avant. Assis au premier rang dans une petite salle décorée de guirlandes lumineuses et de fleurs blanches, il regarde Vincent échanger ses vœux avec Sophie sous un dais fleuri, un prêtre au visage ridé officiant avec une voix tremblante mais chaleureuse. À la réception, dans une grange reconvertie aux poutres apparentes, Vincent prend le micro, sa main blessée serrant le pied du stand comme un ancrage. Sa voix tremble, mais elle porte, forte et émue. À 1 an, j'étais un gars brisé, prêt à laisser la vie m'achever. J'avais plus rien, ni maison, ni espoir, ni âme. J'étais un déchet dans une ruelle, un type que personne regardait 2 fois. Et puis un gosse m'a donné une raison de me relever. Baron, t'as pas juste sauvé ma vie en me sortant de la rue. T'as sauvé mon âme. T'as cru en moi quand j'y croyais plus, quand je pensais que j'étais fini. Merci, du fond du cœur. La salle éclate en applaudissements, un tonnerre de mains et de cris joyeux. Baron, ému, les joues rouges sous les lumières tamisées, se lève et serre Vincent dans une étreinte fraternelle, leurs épaules se heurtant dans un geste maladroit mais sincère. Donald, présent dans un coin avec un verre de whisky ambré, observe la scène, un rare éclat de fierté dans ses yeux habituellement durs. Il lève son verre en silence, un toast muet à cet homme qu'il ne connaît presque pas mais qui a tout changé. Plus tard, Vincent et Baron s'assoient dehors, loin du bruit de la fête, sur une colline herbeuse surplombant la grange. Le ciel étoilé s'étend au-dessus d'eux, une voûte infinie piquetée de lumière. Une brise fraîche balaie les rues de Brooklyn au loin, portant les effluves de terre humide et de fleurs fanées.
Vincent, un peu grisé par le vin rouge qu'il n'a pas l'habitude de boire, demande, sa voix pâteuse mais curieuse, « Pourquoi t'as fait tout ça pour moi? T'avais pas à. T'as ta vie, ton avenir, tes études, tout ça. Moi, j'étais juste un mec dans une ruelle, un zéro. Pourquoi t'as pas tourné la page ?» Baron hausse les épaules, fixant les étoiles, sa canette de soda oubliée dans l'herbe. Parce que t'as risqué ta vie pour moi sans rien demander. T'as vu un gamin en danger, un inconnu, et t'as agi. T'as sauté devant une balle sans savoir qui j'étais, sans penser à toi. Si on peut pas tendre la main à quelqu'un comme toi, à quoi ça sert tout ça l'argent, le pouvoir, les trucs qu'on m'a toujours mis sous le nez, ça vaut rien si on n'aide pas ceux qui le méritent. Vincent sourit, une larme glissant sur sa joue rugueuse, brillant comme un diamant dans la lumière de la lune. T'es un bon gosse, Baron. Un sacré bon gosse. Ton père a de la chance de t'avoir, même s'il le dit pas souvent. Et toi, t'es un sacré bonhomme, Vincent. T'as pas idée à quel point. Un matin clair éclaire une rue animée de Brooklyn. Vincent ouvre une petite boutique de meubles dans son quartier. Un local étroit mais lumineux avec une vitrine où trône une table en chêne et une chaise sculptée. Une enseigne en bois gravé pend au-dessus de la porte, les lettres peintes en noir, $1 et une vie. À l'intérieur, une photo encadrée repose sur le comptoir lui et Baron, prise le jour de leur première rencontre à l'hôpital, Vincent encore pâle et bandé, Baron avec un sourire timide. Dehors, des passants s'arrêtent pour regarder, un enfant en trottinette s'émerveille devant une étagère miniature. La rue est pleine de vie, des arbres aux feuilles rousses, des rires d'enfants, le grondement d'un bus au loin symbole d'un renouveau, d'un cycle qui recommence. Un geste, une vie. Parfois, il suffit d'un instant, $1, d'un regard, pour tout changer. Vincent a sauvé Baron. Baron a sauvé Vincent. Et vous, qu'allez-vous faire de votre $? Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques jours avant l'attaque, Baron est assis dans un café près de l'école, un lieu chic avec des tables en marbre et des serveuses en tablier noir. Il sirote un latte, les yeux fixés sur son téléphone, scrolling distraitement sur des posts Instagram, des photos de yachts, de soirées UP, de ses camarades de classe posant devant des jets privés. Il ne poste rien lui-même, jamais, une règle qu'il s'est imposée pour rester hors des radars. Mais il regarde, observe, se demande parfois ce qu'il fait là, au milieu de ce monde qui brille trop fort. Une fille de sa classe, Chloé, une brune aux cheveux lisses et aux ongles vernis de rose, s'assoit en face de lui sans demander la permission. T'as l'air ailleurs, Trump. T'es toujours comme ça, ou c'est juste aujourd'hui? Peut-être un peu des deux. Je sais pas, tu devrais sortir plus. Il y a une fête chez Max vendredi, tu viens? Je verrai. Pas trop mon truc, les foules. Elle rit, un son cristallin qui attire les regards des tables voisines, mais Baron ne sourit pas. Il pense à son père, à ses attentes, à cette vie qu'on lui a tracée sans jamais lui demander son avis. Il ne sait pas encore que dans quelques jours, tout ça sera balayé par une ruelle et une balle. Pendant ce temps, Vincent erre dans les rues, à quelques blocs de là. Il traîne un sac plastique contenant ses maigres possessions, une couverture trouée, une vieille lampe de poche sans pile, un carnet où il griffonne parfois des dessins maladroits d'arbres et de maisons qu'il ne reverra jamais. Il s'arrête devant une boulangerie, l'odeur du pain chaud le frappant comme un souvenir d'une autre vie. Une employée, une femme ronde aux joues rouges, sort avec un sac de pains invendus qu'elle jette dans une benne. Vincent attend qu'elle rentre, puis plonge la main dans les ordures, attrapant un croissant encore tiède. Il le mange lentement, assis sur un banc, les miettes tombant sur ses genoux, ses yeux fixés sur un point invisible. Un gamin en skate passe devant lui, le dévisage une seconde, puis accélère, mal à l'aise. Vincent ne le remarque pas. Il pense à Ethan, à la fois où ils avaient construit une cabane en bois dans leur jardin, un assemblage bancal de planches et de clous, mais Ethan en était si fier. Ce souvenir le hante, une douleur douce amère qu'il porte comme un fardeau. Le lendemain de l'attaque, Donald Trump est dans son bureau, un espace gigantesque au sommet de Trump Tower, les murs couverts de photos encadrées lui avec des présidents, des stars, des magnats du pétrole. Il arpente la pièce comme un lion en cage, son téléphone collé à l'oreille, aboyant des ordres à une équipe de sécurité privée.
Je veux ces types. Tous. Trouvez-les, je m'en fous comment. Et ce héros, ce Vincent, je veux tout savoir sur lui, où il est, ce qu'il fait, ce qu'il mange au petit déjeuner. Bougez-vous. Sa secrétaire, une femme mince aux lunettes perchées sur le nez, entre avec un dossier mince. On a une piste sur l'homme qui a sauvé Baron. Il est à l'hôpital Bellevue, chambre 312. Pas de nom de famille, pas d'adresse. Juste Vincent. Parfait. Envoyez une équipe là-bas. Et préparez un hélico, je vais voir mon fils moi-même. À l'hôpital, avant l'arrivée de Baron, Vincent reçoit la visite d'un travailleur social, un homme chauve en costume froissé qui sent le café et la cigarette. Il s'assoit près du lit, un clipoard à la main, et parle d'une voix monotone. « Monsieur, on essaie de vous identifier pour les registres. Vous avez une carte d'identité, un numéro de sécu, quelque chose ? Non. Rien. Je suis personne depuis longtemps. Vous avez de la famille qu'on peut contacter ? Plus personne. Ma femme est partie. Mon fils est mort. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. » Le travailleur social soupire, griffonne une note, et repart sans insister. Vincent ferme les yeux, écoutant le bip régulier du moniteur cardiaque, un son qui le ramène à des jours plus sombres, des nuits passées à attendre des nouvelles qui ne venaient jamais. Quand Baron revient voir Vincent, une semaine après sa sortie de l'hôpital, il apporte un cadeau, une boîte à outils neuve, rouge métallisée, remplie de marteaux, de ciseaux à bois, de tournevis. Vincent la regarde, incrédule, passant une main sur le métal lisse. C'est trop, gamin. J'ai pas besoin de tout ça. Si, tu en as besoin. Tu vas pas reprendre avec des outils rouillés. Considère ça comme un investissement. Un investissement en quoi ? Dans toi. Dans ce que tu peux devenir. Vincent secoue la tête, mais un sourire rare éclaire son visage, un éclat de lumière dans ses yeux ternes. Il ouvre la boîte, sort un ciseau à bois, et le tient comme une relique, ses doigts retrouvant un geste familier. Baron s'assoit sur une chaise pliante, et il parle pendant des heures de bois, d'outils, mais aussi de rêves, de pertes, de ce qu'il est lit malgré tout. Les semaines suivantes, Vincent commence à travailler dans un refuge pour sans-abri, un endroit où il donne des coups de main en échange d'un lit avant de trouver son appartement. Il répare des tables bancales, cloue des planches pour boucher des fenêtres cassées, et les autres résidents le regardent avec un mélange de méfiance et de respect. Une femme, Maria, une portoricaine d'une 50aine d'années aux cheveux teints en rouge, l'approche un jour avec une tasse de café brûlant. « T'es pas comme les autres, toi. T'as l'air d'avoir vu des trucs. » « Ouais. Des trucs qu'on n'oublie pas, pourquoi tu fais tout ça ? Réparer, aider ? T'as pas à prouver quoi que ce soit. Peut-être que si. Peut-être que j'essaie de réparer plus que des tables. » Maria hoche la tête, comme si elle comprenait, et lui tape l'épaule avant de s'éloigner. Vincent continue, chaque clou enfoncé un pas de plus hors de l'abîme. Un mois après l'attaque, la police retrouve une piste sur les bandits. Les SUV ont été abandonnés dans un entrepôt désaffecté du Bronx, les plaques volées, les armes disparues. Un informateur, un petit dealer nerveux nommé Ricky, balance des noms sous la pression, une bande liée à des mercenaires russes, payés pour frapper fort et faire chanter Trump. Donald, furieux, rencontre le chef de la police de New York dans une salle de réunion aux murs vitrés, ses poings s'abattant sur la table. « Je veux ces types en cage, ou pire. Ils ont touché à mon fils. Vous avez 48 heures, ou je fais venir mes propres gars. » Le chef, un homme trapu au visage rougeau, promet des résultats, mais les pistes s'effacent dans les méandres de la ville. Baron, lui, refuse de regarder les infos, les titres racoleurs, les théories conspirationnistes sur X, tout ça le rend malade. Il préfère passer du temps avec Vincent, loin du bruit. Un soir, dans l'atelier, Vincent termine une table basse, un plateau en chêne massif posé sur des pieds en fer forgé qu'il a récupéré dans une décharge. Baron arrive avec une pizza pepperoni, double fromage, et il mange assis sur des tabourets, les cartons ouverts entre eux. « Tu penses à quoi, parfois, quand t'es seul ?» demande Vincent, la bouche pleine. « À plein de trucs. Mon père, ma mère, ce que je veux faire plus tard. Parfois,
Je me demande si je suis vraiment à ma place. Et toi? À Ethan. À ce que j'aurais pu faire différemment. Et maintenant, à ce que je peux encore faire. Grâce à toi, je commence à voir un bout de chemin, il rit, un rire simple, complice, et pour la première fois depuis longtemps, Vincent sent une chaleur dans sa poitrine qui n'a rien à voir avec l'alcool. Quand Vincent rencontre Sophie, leur relation grandit sur des petits riens, des cafés partagés, des promenades le long de l'East River, des soirées à regarder des vieux films en noir et blanc sur un canapé usé. Elle lui apprend à lire autre chose que des étiquettes de bouteilles, lui prêtant des romans qu'il ouvre d'abord à contre-séhure, puis avec curiosité. Il découvre Hemingway, le vieil homme et la mer, y trouve un écho de sa propre lutte. Sophie, elle, voit en lui un homme blessé mais pas brisé, un survivant qui porte ses cicatrices comme des médailles. Le jour où il la demande en mariage, il tremble, pas de froid mais de peur qu'elle dise non, peur de ne pas être assez. Elle dit oui, les larmes aux yeux, et Baron est le premier qui l'appelle après, sa voix rauque d'excitation. Elle a dit oui, gamin. J'y crois pas. Je savais qu'elle dirait oui. T'es un type bien, Vincent. Elle le voit aussi. Le mariage est simple, une cinquantaine d'invités dans une grange décorée par les élèves de Sophie, des guirlandes en papier, des dessins d'enfants accrochés au mur. Baron arrive avec un cadeau, une horloge en bois que Vincent a fabriquée, qu'il a fait graver avec leurs initiales, un geste qui fait monter les larmes aux yeux de Sophie. Donald arrive en retard, escorté par une armada de gardes, mais il reste jusqu'à la fin, dansant même une valse maladroite avec la mariée sous les rires des invités. Après le mariage, Vincent et Sophie emménagent dans un appartement plus grand, un 3 pièces avec une petite terrasse où ils plantent des herbes aromatiques. Vincent ouvre sa boutique peu après, un rêve qu'il n'aurait jamais osé imaginer un an plus tôt. Baron passe souvent, parfois avec des amis de l'université qu'il présente à Vincent comme « le mec qui m'a sauvé la vie ». Il rit, mange, parle de tout et de rien, et Vincent se surprend à aimer cette nouvelle vie, ce rôle de mentor qu'il n'avait jamais cherché. Un jour, alors qu'il polit une table dans sa boutique, un client entre, un homme en costume coûteux, la cinquantaine, les cheveux poivre et sel. Il regarde autour de lui, impressionné, et s'arrête sur une étagère massive. C'est du beau travail. Vous faites ça tout seul? Ouais, avec mes mains et un peu d'aide d'un gamin qui croit en moi. J'ai une proposition. Je dirige une chaîne de magasins de déco. On cherche des artisans comme vous. Ça vous dit de travailler avec nous? Vincent hésite, puis sourit. Faut que j'en parle à ma femme. Et à un ami. Mais ouais, ça me dit. Vincent, Sophie et Baron sont assis dans la boutique, riant autour d'une table qu'il a fabriquée, une famille improbable née d'$1 et d'une vie sauvée. Un geste, une vie. Parfois, il suffit d'un instant pour changer un destin. Vincent a donné à Baron une chance de vivre. Baron a donné à Vincent une raison de renaître. Et vous, qu'allez-vous faire de votre instant? Si cette histoire vous a touché, pensez à liker et à vous abonner pour ne pas rater la suite. Chaque geste compte.